Alors, avant de démarrer cette séquence sur les grands témoins, un petit rappel, parce que vous l'avez vu avec l'invitation. Alors, on teste un format hybride, hein, c'est le premier, donc on va voir. Mais donc, l'idée, c'était d'avoir ces sessions du club à distance, parce qu'on voit qu'on a une audience qui n'est pas forcément que parisienne. Donc voilà, on voulait les garder. Mais par contre, l'audience parisienne avait envie quand même de se retrouver dans la vie réelle, networker. Donc, on a fait cette combination de cet événement à distance. Et puis après, on se retrouvera dans Paris à partir de 19h pour les personnes qui pourront nous rejoindre. Voilà, donc n'hésitez pas. L'appel est lancé, mais avant de parler networking, on va démarrer cette session des grands témoins avec Christophe Bourguignat. Alors toi aussi, tu es membre du comité de pilotage du club depuis le début, hein, comme Philippe, et fondateur de Zelros par ailleurs. Donc, je te laisse introduire cette nouvelle séquence. Oui, merci Nathalie. Ravi d'introduire donc cette troisième séquence intitulée La data science au profit du pricing et de l'underwriting. Je crois que le décor a bien été planté lors des sessions précédentes. Et donc, on a ici trois témoins, Johanna Chardon, Pierrick Caillot et puis Mickaël de Toldi, qui sont, je pense, en première ligne et au charbon dans leurs organisations. On l'a compris, un défi stratégique pour les assureurs de compétitivité, de rester à la pointe face à la concurrence et donc d'utilisation de la data, bien évidemment. Alors, on va parler technologie, on va parler cas d'usage, on va parler régulation, mais avant, je fallait aussi parler humain, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais derrière ces enjeux, c'est aussi des enjeux d'organisation. Et la première question que je voulais poser à ces témoins, c'est comment dans leurs organisations respectives, eh bien, la cohabitation entre les data scientists, les actuaires, s'est faite. Est-ce que chacun se regarde encore en chien de faïence ou est-ce qu'il y a des collaborations actives? Et peut-être, Michael, donc tu es Chief Analytics Officer chez BNP Paribas Cardiff. Peut-être tu peux nous présenter ton rôle et comment l'organisation est réalisée chez toi. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, chez BNP Paribas Cardiff, alors nous sommes leaders en partenariat dans le monde sur la banque assurance. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets en les protégeant contre les aléas de la vie qu'ils peuvent malheureusement rencontrer. Alors, notre mission, c'est de rendre l'assurance plus accessible et nous pensons que l'IA a un rôle majeur là-dedans. Et évidemment, on parle de risque aujourd'hui et quand on parle de risque, on parle d'actuaires. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler d'actuaires et de data scientists. Chez nous, ce sont bien deux métiers complètement différents. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées autour de ces questions. Les actuaires ont vu les data scientists arriver en se demandant si ils n'allaient pas leur piquer leur travail. Certains data scientists se sont demandé comment est-ce qu'ils pouvaient exister dans une compagnie d'assurance. À la fin, notre conviction extrêmement forte, c'est que ce sont deux métiers très, très différents. L'actuaire, pour schématiser, il doit avoir un background comptable, juridique, il doit comprendre parfaitement le fonctionnement de l'entreprise et à la fin, il doit faire un tarif, même s'il n'a pas de données. Un data scientist, ça fonctionne complètement différemment. Un data scientist, il va être connecté à la R&D mondiale sur ce foisonnement de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. Et l'enjeu, c'est de faire parler ces gens-là, de faire travailler ces gens-là ensemble pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils aillent plus loin ensemble dans l'objectif de l'entreprise et dans l'objectif qui est de mieux servir nos clients. Alors, Pierrick, tu es donc responsable tarification, analyse des données sur Avenir Assurance. Donc, j'imagine que toi aussi, tu as dû composer avec cette organisation mixte actuaire Data Science. Alors, autant BNP Paribas Cardiff et assurance, plutôt orientée assurance de personnes. Toi, tu es effectivement spécialisé dans l'assurance de biens. Est-ce que tu peux nous dire comment ton équipe est organisée, comment ça se passe? Exactement, ouais. Je prends un peu le contre-pied de ce qu'a dit Mickaël, parce que nous, au contraire, on a monté une équipe un peu pluridisciplinaire qui mélange les data scientists et puis des actuaires. Aujourd'hui, on se rend compte, hein, puis c'est ce qu'on a vu auparavant, c'est que l'un ne peut pas faire sans l'autre. L'actuaire est sur son métier de modélisation, mais en amont des projets, maintenant, on a tellement de données
à notre disposition qu'on est obligé de faire appel à ces data scientists qui vont travailler, agréger ces données et les mettre à disposition de manière propre pour les actuaires. Ce qu'on a voulu faire, nous, c'est instaurer une polyvalence entre les deux. C'est vrai que c'est des gens qui ont même si les métiers ne sont pas les mêmes et qui ont les mêmes appétences sur les chiffres, l'informatique, etc., toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que voilà, les actuaires avaient envie de monter en compétence sur la data science et puis réciproquement, les data scientists plutôt sur la partie actuariat. Donc, nous, c'est vrai qu'on a monté plutôt une équipe qui est mixée comme ça. Aujourd'hui, quand on lance un projet tarifaire, il y a toujours une partie assez importante en amont qui est la préparation des données et qui est maintenant un chantier important parce que voilà, on l'a vu juste avant avec Neymer par exemple, on peut bénéficier de nombreuses données externes qui ne sont pas forcément toujours propres ou toujours utilisables pour les actuaires. Donc il y a toute cette partie amont qui doit être faite plutôt par des data scientists et puis l'actuaire lui garde son métier classique, on va dire, pour modéliser les risques. Johanna, alors toi, tu es Chief Data Science chez Accurate. Alors Accurate est un éditeur d'une technologie, donc c'est une brique qui intervient dans ces problématiques. Est-ce que vous aussi, vous avez voilà, des sujets de cohabitation actuaire data science? Comment tu vois les choses? Alors, oui, Accurate, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'automatisation des process de tarification des produits d'assurance. Donc, nous sommes vraiment au cœur des problématiques des processus de tarification. On a effectivement les équipes data science, on a aussi des actuarial data scientists. Donc là, il y a vraiment, on ne peut pas faire plus ensemble. C'est une seule personne qui remplit les deux missions. Je pense que notre rôle, elle est un peu différente et la problématique, elle est un peu différente. On est un éditeur des logiciels, mais j'ai travaillé 22 ans dans l'industrie d'assurance. Et de mon point de vue, il y a quelque chose peut-être à clarifier par rapport à la data science. Data science, aujourd'hui, ne consiste pas dans les contextes d'entreprise, ne consiste pas à faire des modèles très compliqués. Data science ne consiste pas à faire des visualisations impressionnantes. Ce n'est pas une exécution des codes. Data science, c'est une résolution des problèmes afin de générer un impact dans l'entreprise. Un data scientist, c'est un spécialiste des résolutions des problèmes. C'est un stratège. C'est quelqu'un qui doit diriger l'entreprise dans la bonne direction. Donc, si on prend un peu de recul, finalement, on voit bien qu'il y a un grand chevauchement des compétences en actuaire et data scientist. Effectivement, il y a quelques années où il y avait certaines polémiques, où on essayait de dire que data scientists vont remplacer des actuaires. Ces contextes, il est révolu, il existait sur certains marchés, dans certains contextes. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de doute que les compétences actuarielles assurantielles sont indispensables aux data scientists pour réussir dans les contextes assurantiels. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans toutes les entités, dans toutes les équipes, aussi bien dans les contextes d'assurance que dans les contextes éditeurs des logiciels. Donc, je pense que oui, la convergence entre les deux métiers, elle est nécessaire, elle est déjà en place. Elle sera encore plus importante avec l'automatisation du processus de tarification, parce que là, on aura vraiment besoin de faire rencontrer les deux métiers. Et je dirais que la France, elle est assez en avance par rapport à ça, parce que dans la formation actuarielle, on voit très bien aujourd'hui qu'il y a une composante data science. Elle n'est pas aussi importante que dans les autres formations, mais elle laisse la place à une certaine compétence, ouverture des compétences, une discussion un peu plus possible avec les data scientists et une possibilité d'auto-formation des actuaires pour aller dans la direction data science. Donc oui, je pense que la convergence entre les deux métiers, c'est quelque chose qui est indispensable et qui est en train de se produire actuellement. Donc un travail collaboratif. Et alors, Mickaël, tu m'expliquais aussi voilà, un projet réussi, ça passe aussi par la production, c'est ça que veulent voir les équipes de façon ultime. C'est un moyen voilà, de les exciter, de les impliquer. Comment effectivement tu fais ça Alors, pour nous, ce qu'on a observé, c'est ce qui permet de motiver les gens et de les attirer et de les conserver, c'est de les faire travailler sur des projets qui aboutissent. L'enjeu de l'IA, d'une façon générale, c'est de faire de l'IA industrielle. C'est donc de l'IA qui va effectivement impacter les process, effectivement apporter de la valeur. Alors, si on fait le lien ensuite avec l'actuariat,
Je pense que c'est le même objectif, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est de faire travailler les gens sur des sujets qui impactent effectivement l'entreprise, qui impactent les produits, qui impactent les process. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à aller jusqu'au bout des projets, de ne pas sombrer dans le syndrome du proof of concept qui n'aboutit jamais, ou de l'étude extrêmement intéressante mais dont on ne fait rien. Et donc c'est ça le challenge qu'on essaye de relever, et c'est un challenge qu'on relève ensemble, actuaires et data scientists, c'est d'aller vers de la data science industrielle, opérationnelle. Voilà, et on donnera quelques exemples, effectivement, ensuite de cas concrets. Pierrick, évidemment, tous ces enjeux demandent de la technologie. Quel est ton regard sur les nouveaux outils, l'évolution des plateformes ou des logiciels qui ont été utilisés au cours du temps? Est-ce qu'il y a des évolutions? Beaucoup de choses aujourd'hui. Classiquement, on a des outils plutôt anciens comme ça, ce qui permet de faire de l'analyse de données. Et après, on peut aujourd'hui bénéficier de R ou de Python, des outils plus orientés data science, qui sont aujourd'hui les principaux outils sur lesquels sont formés les étudiants qui arrivent sur le marché. Donc, on est obligé de composer aussi avec ça. Et puis, il y a aussi pas mal d'outils de marché spécialisés dans le pricing aujourd'hui qui sont quasiment indispensables. Puis ces outils-là se sont mis à jour puisqu'ils intègrent maintenant des méthodes de data science. Donc voilà, qui permettent de gérer l'ensemble des données qu'on a à disposition, comme je disais tout à l'heure, et puis avec différentes méthodes, et notamment le machine learning. Et alors, Yohanna, qui est un exemple de ce type d'outil, quels sont les avantages? Pourquoi c'est fait? Pourquoi c'est pas fait? Qu'est-ce qui reste peut-être à la main de l'expert, et qu'est-ce qui est automatisé? Comment tu vois la frontière? Je pense qu'il y a la place pour les deux, et je te rejoins complètement que pour motiver les talents dans l'entreprise, on a besoin de voir les projets d'arriver jusqu'à l'aboutissement et l'implémentation. Souvent, on est encore dans l'idéation, donc il y a beaucoup d'entreprises qui font l'innovation, mais on pense que la génération de nouvelles idées, elle est beaucoup plus énergisante, elle est beaucoup plus glamour que l'exécution de ces idées. L'exécution, ça veut dire transformer l'idée en projet, en stratégie ou amélioration des processus. Et ça, malheureusement, c'est très frustrant pour nombreux talents qui arrivent avec un certain niveau de compétence et qui veulent du challenge, donc travailler sur les idées, mais aussi une certaine sorte d'accomplissement de voir comment ils peuvent apporter l'impact dans l'entreprise. Et pour cela, on a beaucoup de process encore qui les empêchent d'aller jusqu'au bout. Donc, les outils, et en l'occurrence Accurate, on travaille sur l'automatisation du processus pour aller beaucoup plus vite, de maintenir un niveau de compétence, de répondre aux besoins des réglementaires, donc maintenir les modèles transparents et permettre aux actuaires, data scientists, de communiquer correctement en interne sur ces modèles, pour aussi dégager du temps à avoir des projets beaucoup plus innovants, où ils peuvent tester différentes hypothèses, où ils peuvent introduire plus d'innovation. Donc, je pense que oui, il y a la place pour les deux. Il faut bien mesurer qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui a besoin d'être automatisé. Et il faut chercher des solutions pour l'automatiser et laisser la place à l'innovation et au open source où les ressources peuvent se former et tester de nouvelles hypothèses. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus, et je suis tout à fait en phase avec ça, l'enjeu de la mise en œuvre opérationnelle et de l'industrialisation de toutes ces réflexions de modélisation, c'est quelque chose qui, dans le monde plus orienté IA, a été pensé un peu plus fortement au départ. Et c'est nous, par exemple, sur la partie IA pure, on a investi sur ce qu'on appelle une plateforme data science qui a vocation à prévoir en amont l'industrialisation du modèle, son intégration dans les process sous gouvernance IT de l'entreprise, avec une dimension IT
qui n'existait pas historiquement dans le monde de l'actuariat. Et c'est quelque chose que le monde de la data science est en train d'apporter pour moi au monde des actuaires, de penser leur métier plus dans une dimension IT industrielle, donc de faire de l'actuariat industriel, là où avant ils faisaient plutôt de l'actuariat et le résultat de ce qu'ils faisaient était ensuite transposé, je dirais, à la main par les équipes informatiques. Là, nous, et c'est comme ça qu'on travaille avec les actuaires, on apporte cette expertise d'industrialisation des modèles pour les rendre opérationnels sur le web, dans nos chaînes de gestion, etc. Donc ça, c'est un exemple de collaboration extrêmement importante entre ces deux mondes et de convergence des mondes, comme vous l'évoquiez. Et y compris, tu me disais, dans le suivi dans le temps, le monitoring. Absolument, ça va jusqu'au qui est monitoring, bien sûr. Ouais, bien sûr, un nouvel enjeu. monitoring très fort. Ouais. Alors voilà, quand on a des talents, quand on a les bons outils, les bons cerveaux, on peut jouer un peu les apprentis sorciers. La réalité, c'est que dans l'assurance, effectivement, industrie régulée, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pierrick, est-ce qu'il y a voilà, des choses que vous ne vous autorisez pas dans l'utilisation de certaines données ou dans la complexité de certains algorithmes? Voilà, c'est une question que je voulais te poser. Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui, nous, un algorithme tarifaire, pour nous, il doit être auditable, transparent et explicable. Donc, ça fait on va dire trois contraintes, mais qui sont fortes chez nous, qui fait qu'on essaie d'avoir un usage responsable et éthique de la donnée. On n'a pas aujourd'hui, enfin, s'autorise pas aujourd'hui à faire des tarifs qui sont des boîtes noires. On a besoin d'avoir aujourd'hui, d'expliquer notre tarif aux commerciaux qui vont le vendre et puis aussi aux clients qui vont le subir, on va dire comme ça. Donc aujourd'hui, on a ces contraintes-là qui s'imposent à nous et qu'on essaie de respecter. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est bien que la partie modélisation tarifaire, on est plutôt sur des méthodes classiques de modèles linéaires généralisés. En revanche, en amont, pour constituer les données ou reconstituer des données tarifaires, là, on peut s'autoriser un petit peu toutes les méthodes possibles, notamment du machine learning. Et alors, pour ajouter une complexité supplémentaire, Mickaël, toi, tu as aussi la dimension d'acteur international qui agit sur plusieurs géographies, avec à chaque fois des régulations différentes. Et donc, finalement, l'enjeu aussi réglementaire est à prendre en compte probablement dans ces designs. Alors effectivement, nous, on est dans plus de 30 pays et on travaille aussi bien sur l'assurance des animaux que l'assurance des crédits, que l'assurance des smartphones. Voilà, donc effectivement, et en Asie, en Amérique latine, en Europe. Donc effectivement, il faut qu'on jongle avec tout ça. Nous, enfin, sur la partie IA, et ça touche évidemment le monde du pricing quand on aborde quand on exploite des technologies du monde de l'IA, on a mis en place dès le départ une gouvernance dédiée au modèle d'IA, dont l'objectif est de faire en sorte que la prise de décision, le design du modèle, la prise de décision, son paramétrage et le choix de le mettre en œuvre ou non, c'est une décision qui est prise par plusieurs personnes. Ce qu'on appelle le modèle owner, qui est la personne qui va être responsable du process dans lequel on va mettre le modèle, l'IT, évidemment, les gens qui ont conçu le modèle. Donc on a vraiment je pense qu'on a intégré très tôt ces enjeux de risques inhérents à l'IA, ces enjeux éthiques, et on voit, on parlait tout à l'heure des réglementations à venir, je pense qu'il faut se préparer à être audité sur tous ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis très rapidement, il y a plus de 2 ans maintenant, cette gouvernance dédiée à l'IA. Et alors, Johanna, des outils comme les vôtres, j'imagine, intègrent déjà, by design, de fait, ces capacités d'audit, d'explicabilité, de transparence et de conformité également avec plusieurs géographies, puisque vous travaillez vous aussi dans plusieurs pays. Ça, technologiquement, comment ça se passe? Quelles sont les bonnes propriétés pour ces outils? Tout à fait. Donc, nos modèles sont transparents, auditables, éthiques, donc tout ce que vous avez cité. Donc, on est là à la disposition si vous les souhaitez. Ce qu'on n'a pas découvert, parce qu'on les savait quelque part, que finalement, les processus de tarification, il est très général. Ça veut dire que partout dans le monde, nous, on est sur tous les continents, on a les clients qui utilisent les mêmes outils. C'est la stratégie qui diffère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces modèles? Mais les modèles en soi, ils peuvent être appliqués dans différents contextes réglementaires
dans la mesure où il reste auditable et transparent. Et ça, c'est exigé dans tous les pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis encore beaucoup plus. Et nos outils correspondent à ces normes. Donc finalement, ce n'est pas forcément la méthode, c'est l'utilisation de ces outils qui va différer et qui va créer des stratégies tarifaires différentes et différentes sur les marchés. Mais la méthode reste générique. Parfait. Alors, stratégie tarifaire différente. Pierrick, effectivement, sur Avenir Assurance, distribue ses produits via différents canaux, le digital, des réseaux de courtiers, également des réseaux bancaires. Les stratégies de tarification peuvent être différentes. Comment voilà, tes équipes prennent en compte ça dès la conception du modèle de tarification ou dès l'évaluation de risque? Ouais, alors, comme le dit Johanna, la méthodologie est quasiment la même. En revanche, c'est 3 approches différentes parce que 3 réseaux différents. Ça veut dire que dans ces réseaux différents, on a des distributeurs différents, on a des clients différents et puis le produit aussi est différent. Donc à chaque fois, c'est une approche différente. On a plus ou moins de souplesse, on va dire, dans l'utilisation des données, dans la mise à jour des tarifs aussi. On peut comprendre qu'un réseau bancaire qui doit vendre un produit d'assurance parmi tous les produits bancaires doit avoir quelque chose d'assez simple à vendre. Et pour autant, sur le web, où là, le client vient se servir directement, là, on est un peu plus libre en fait, pour lui moduler notamment son tarif en fonction du risque. Donc un niveau de sophistication peut-être plus poussé sur le Ouais. digital. On peut s'autoriser plus de sophistication, des mises à jour aussi plus fréquentes, et puis aussi un suivi plus fréquent, parce qu'on a plus de fenêtres d'ouverture, on va dire, pour mettre à jour ces tarifs-là sur le web. Et l'utilisation de données externes également, Ouais. qui peuvent être... Dans tous les cas, c'est possible. C'est maintenant quasiment un prérequis dans un modèle de tarification. On a ce que nous donne le client comme données, mais on a tout ce dont on a disposition aujourd'hui sur l'open data. Donc voilà, Pour donner un exemple... quand on est assureur, on a des données météo, on a des données par exemple sur la valeur des bâtiments à assurer, on a des données sur l'accidentologie routière. Donc voilà, toutes ces choses-là aujourd'hui qu'on peut prendre en compte bien en amont de la tarification. Et puis comme on le disait aussi avant, c'est sans poser de questions supplémentaires aux clients. Donc ça permet de simplifier aussi les parcours de souscription. Alors ça, c'est simplification, je crois, Michael, aussi que c'est des sujets importants pour vous, auxquels vous tenez, pour que les assurés puissent être couverts de façon plus fluide. Donc, tu m'as parlé d'usage de préautorisation, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces systèmes de souscription voilà, très, très avancés? Oui, effectivement. Donc, on travaille beaucoup avec des banques, nous, dans le monde. Et la question sempiternelle qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter les parcours clients, comment est-ce qu'on peut les accélérer. Et une des pistes qu'on essaie de regarder, c'est, donc on est en R&D, là, on n'est pas sur des choses qui sont déjà opérationnelles, mais l'idée de regarder comment est-ce qu'avec certaines informations détenues par nos partenaires sur leurs clients, on peut faire de la préacceptation d'assurance crédit, par exemple. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à un moment donné aller voir un client en lui disant, voilà, si vous voulez prendre un crédit, sachez que l'assurance c'est réglé. Voilà, alors, il y a peut-être une vérification à faire, mais globalement, 99% du process est réglé. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, et ça, c'est possible, évidemment, grâce à la fois à des techniques de modélisation un peu avancées et des process, notamment IT, on revient sur l'industrialisation, qui soient aussi bien rodés. Johanna, de ton expérience justement chez des assureurs dans différentes géographies, là aussi, est-ce que tu as observé, ou dans l'usage de votre outil, des types d'utilisation différents d'un client à un autre ou d'un utilisateur à un autre? Est-ce que voilà, votre système est hacké, contourné ou voilà, utilisé de façon différente suivant les cas? Moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans différentes entités avec différents canaux de distribution, donc aussi bien direct que les agents. Je pense qu'aujourd'hui, on voyait autrefois, donc il y a 5-10 années, il y avait un gros gap
dans la sophistication, dans la manière de faire les tarifs entre les acteurs traditionnels et les directs. Et encore plus sur les marchés UK où il y avait une sophistication qui était très, très avancée. Aujourd'hui, on observe ces gaps se réduire très rapidement. Donc, la sophistication, elle s'est commoditise. Donc, les gens utilisent plus ou moins la même méthode et là-dessus, je pense qu'il y a encore la différence, mais elle s'amincit d'année à l'année. Là où ça change, c'est la fréquence d'adaptation des tarifs. Bien évidemment, un réseau d'agents ne peut pas ajuster les tarifs tous les jours, mais il y a ce qu'on appelle monitoring aujourd'hui. Les risques, il est changeant. On avait avec Covid, on a d'autres éléments comme l'inflation, les événements naturels. Donc, la mise à jour des modèles, elle est plus fréquente même chez les acteurs traditionnels parce qu'ils ont besoin de monitorer de très près l'impact qu'ils ont ces événements sur les résultats. Réseau direct, bien évidemment, ils n'ont pas de contraintes des réseaux, donc ils peuvent ajuster les tarifs très rapidement. Et pour moi, la différence, c'est vraiment là. C'est ces principales différences. Toutes les autres différences qu'on observe avant sont en train de disparaître au profit d'un pricing sophistiqué et assez automatisé. Et ce qu'évoque Johanna, ça n'est possible que si l'IT suit. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de pricing et de monitoring industriel. On n'est plus dans j'attends les données qui arrivent, je regarde, je fais mon étude et je renvoie les résultats et tout ça dure plusieurs semaines. On rentre dans des dimensions où, selon les marchés, évidemment, c'est un peu variable, mais on est sur des délais de réaction qui doivent être extrêmement rapides et ça n'est possible que si on a l'IT qui suit. Ça, pour moi, c'est vraiment la révolution. Il y a évidemment une révolution data science, mais derrière, il faut bien que tout le monde ait conscience cette révolution IT d'industrialisation du métier de l'actuaire, comme c'est nécessaire du métier du data scientist. Sinon, ces gens-là, enfin, ça ne marche plus, quoi. Pour donner un exemple... Si je peux juste ouais, me permettre un commentaire. Donc, effectivement, on observe en France un appui sur l'IT très interne. C'est encore très vrai. Mais sur d'autres marchés, on voit de plus en plus d'externalisation des différentes briques des systèmes pour permettre justement cette agilité et ne pas être dans la legacy du système et ne pas avoir des coûts de maintenance qui sont très élevés pour ces systèmes internes. Donc, c'est quelque chose qui différencie encore les marchés français, c'est internalisation très forte de certains process. Oui. Un modèle de prix, là, je vous entendais mettre à jour un modèle de prix. De votre expérience, ça peut aller jusqu'à quoi au minimum? Tous les jours, tous les mois, dans vos organisations, toutes les heures? Sans trahir de secret. On n'en est pas là malheureusement parce qu'il y a aussi un process de validation, hein, c'est très réglementé tout ça, donc on doit suivre un process. Comme je disais, nous en banque assureur notamment, voilà, on peut pas changer les tarifs sans que nos commerciaux soient informés. Donc voilà, c'est plutôt entre 3 pour les plus courtes périodes à 6 mois pour changer un tarif. Parfait. Je peut-être rajouterais donc, je suis aujourd'hui chez Accurate, mais j'étais cliente d'Accurate à 2 reprises. Et Accurate permet d'améliorer ces temps de 10 fois. Donc, il y a quelque chose à réfléchir. Mais s'il reste sur le process de validation réglementaire... parfait. Alors, il nous reste peut-être pour une dernière question. Dernière question. C'est quoi vos sujets du moment, votre actualité et qu'est-ce que vous voyez arriver dans les 2-3 ans à venir comme sujet chaud, Michael? Je pense que je l'ai dit, c'est vraiment l'industrialisation. C'est vraiment le sujet majeur. Comment est-ce que, sans forcément se mettre dans une logique de changer les tarifs toutes les 5 minutes, mais comment est-ce qu'on est réactif, hein, parce que c'est une chose de mettre à jour un tarif, mais ensuite il faut que ça impacte les systèmes, il faut que ça se propage. Donc c'est plutôt ça l'enjeu et l'industrialisation du métier de l'actuariat, de la maîtrise des risques et de l'IA bien sûr. Pour moi c'est ça le gros challenge devant nous. Johanna? Je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, je l'appelle exécution, mais c'est exactement la même chose. Donc, chez Accurate, on a fait une enquête des différentes équipes pricing. Et goulot d'étranglement aujourd'hui dans ces équipes, ce n'est pas la sophistication de la modélisation. C'est vraiment, pour eux, c'est la communication déjà autour de la revue des modèles. Donc, rien que ça. Donc, je pense que les vrais game changers de demain, c'est l'exécution. Et toutes les solutions de machine learning automatique permettront d'améliorer ces processus d'exécution et industrialisation par la suite. Oui.
Côté sur Avenir Assurance. Pour nous, on va plutôt utiliser ces méthodes de data science, puis ces nouvelles données dans d'autres pans du tarif, hein. Je pense à des sujets comme la capacité de notre client à accepter le prix, donc des sujets d'élasticité au prix. On a aussi peut améliorer le provisionnement de nos sinistres avec des nouvelles données, meilleure connaissance aussi des risques assurés. Et puis le dernier point auquel on tient particulièrement, c'est le côté prévention en fait, et faire changer l'image de l'assureur et qu'il arrive aussi un peu plus tôt et permettre d'anticiper les risques. On l'a vu aussi dans les échanges précédents. Et aujourd'hui, sur Avenir Assurance, ça a à cœur de jouer un rôle important dans la transition écologique aussi. À travers Donc ça. j'imagine avec des données externes également. Exactement, avec des données externes, des méthodes, des talents. Et voilà. Bon, si je comprends bien, personne n'est prêt de s'ennuyer là dans les années à venir. Dans les 10 ans à venir, Dans ça les va. 10 ans à venir, donc, rendez-vous dans 10 ans pour parler du passé d'aujourd'hui. Nathalie, écoute, je te rends la parole. Là. Tout d'abord, S'il y a un grand des merci questions. à tous les quatre. Et oui, il y a des questions et vous pouvez encore poser vos questions dans la partie Q&A de Zoom. La première, alors on en a parlé un tout petit peu au début sur l'organisation. Mickaël, tu es revenu dessus sur la révolution IT. C'est finalement la relation entre le digital et ces équipes data science. Comment ça se passe dans vos entreprises? Alors, peut-être en commençant. Alors, c'est sur Avenir Assurance. Oui, non, ça se passe bien. C'est vrai que je suis d'accord avec Mickaël et Johanna, hein, c'est un axe aujourd'hui de travail important. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 3 ou 4 mois quand un tarif est prêt pour le mettre en production. Donc, il faudra qu'on ait aussi cette agilité côté IT pour mettre en production les tarifs et pouvoir les changer aussi assez rapidement. Mickaël, peut-être? Non, mais je pense que c'est ce qu'on a dit. L'enjeu, c'est les équipes pluridisciplinaires qui travaillent. On ne peut plus imaginer les choses en silo avec les acteurs qui font leurs tarifs, avec l'IT qui fait le système, et puis avec je ne sais pas qui fait autre chose. Ça n'a plus aucun sens. Donc, il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble, avec l'IT au cœur. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est pas forcément le réflexe historique initial de l'actuaire de travailler avec l'IT. Donc, il faut qu'il se faire un petit effort de ce côté-là. Violence. Et les équipes il est difficile ce mot-là, pluridisciplinaires, qui vont travailler ensemble avec toutes les dimensions digitales, etc. Johanna, vous retrouvez ces équipes digitales en face de vous? Oui, donc nous, la problématique ne se pose pas. On a 100 personnes, tout le monde travaille bien ensemble, mais on accompagne les entreprises où effectivement on essaye autour de notre outil créer un processus où tout le monde peut travailler de manière assez collaborative, parce que c'est l'objectif dans ces outils, partager la connaissance, mais aussi de mieux communiquer cette connaissance aux personnes qui sont un peu moins techniques pour prendre des décisions basées sur les données et pas sur les intuitions. Très bien, alors on a une dernière question, elle va nous permettre d'ouvrir, elle arrive à la fin, donc c'est pas mal, Oui. c'est finalement un petit point d'interrogation en face de la ville connectée. Alors on a parlé un peu de l'information sur les bâtiments, etc. Voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un potentiel avec ce sujet de ville connectée pour l'assurance? Donc c'est un peu une question ouverte. Pourquoi pas? C'est vrai on peut tout imaginer hein, aujourd'hui avec notamment, ça peut être dans le cadre de l'assurance automobile, hein, si on connaît les conditions de circulation, des travaux sur les routes, ces choses-là. C'est vrai qu'on peut imaginer encore plein de choses. C'est pour ça qu'on dit que le terrain de jeu n'a pas fini de s'agrandir. Hein. On a encore de belles années devant nous et puis de belles choses à faire. Moi, je suis persuadée qu'à l'avenir, je pense qu'il y a beaucoup plus en prévention qu'en gestion des risques. Il y a quand même un danger d'arriver à une hyper-individualisation des profils des risques avec ces méthodes. Et là, le rôle des régulateurs sera essentiel. Un assureur, naturellement, ne saura pas savoir où arrêter la mutualisation des risques et aura tendance à aller toujours plus loin. Cependant, dans la prévention, ces données sont essentielles. On a parlé des bâtiments de l'île. Si on aura pu détecter ces types de catastrophes, ça sera merveilleux. Ouais, je pense qu'il faut voir ça comme une source de données complémentaires. Je pense qu'il a été évoqué largement. Et ce qui caractérise notre époque, c'est la multiplication des sources de plus en plus riches, de plus en plus précises. Donc, en particulier sur la ville connectée, on voit bien identifier les zones accidentogènes, limiter certains risques. Donc, je le vois plus dans une approche un peu plus systémique, individualisée. Mais oui, forcément, il y a des choses à en tirer pour le bénéfice des assurés. Ouais.
Très bien, bah, écoutez, merci à tous les 4. On arrive à la fin de cette session. Eric, je te donne le mot de la fin. Merci Nathalie. Effectivement, c'était passionnant. J'ai pris plein de notes. J'ai même appris des mots nouveaux, interférométrie radar, Ouais, celui-là, j'avais subtech, pas non plus. des choses que j'avais jamais entendues. Et donc, j'espère qu'on a rempli la promesse de notre club qui est de vous faire découvrir des acteurs innovants, des nouvelles technologies et comment, en fait, la data science est utilisée aujourd'hui chez à la fois les grands acteurs et les acteurs innovants. Ce que je retiens aussi, c'est que le data scientist, c'est le spécialiste de la résolution des problèmes, ça j'aime bien, et que on est passé dans une phase d'industrialisation de l'actuariat. Voilà. Donc très riche. Merci à tous les intervenants, sachant que vous retrouverez une synthèse qui est la 4e séquence de notre club qui s'appelle l'essentiel du live. C'est Franck Pivert qui est membre de notre club et CEO de Wacom, qui nous fera le plaisir de faire cette synthèse. Et contrairement à ce que je disais, ça ne sera pas disponible demain, mais plutôt à partir de la semaine prochaine sur le site et sur les réseaux sociaux de l'Axel. Voilà, donc dans les prochains rendez-vous, donc vous pourrez retrouver le replay, vous pourrez retrouver l'essentiel du live, donc à partir de la semaine prochaine avec Franck Pivert de Wacom. Et puis la prochaine session du club, ce sera début d'année, premier trimestre. On sera sûrement sur des questions de guerre des talents, de compétences, du futur du travail. Donc voilà, on est en revenir train. alors. Voilà, on est en train de mûrir ça avec le comité de pilotage. Et voilà, c'était un nouveau format, comme je l'ai dit. Donc on est en amélioration continue. Donc à nos auditeurs, à vous tous, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. Comme ça, on sera parti sur ce format s'il marche bien. Merci à vous. Merci. 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 Merci.